Bienvenue sur le podcast Lifespan, où nous discutons de la science du vieillissement et des moyens d'être en meilleure santé à tous les stades de la vie. Je m'appelle David Sinclair, je suis professeur de génétique à la Harvard Medical School et co-directeur du centre Paul F. Glenn de biologie de la recherche sur l'âge. Je suis accompagné de mon charmant co-auteur et co-animateur Matthew Laplante. Bienvenue Matt. J'adore le fait que vous m'ayez qualifié de charmant. Je pense que vous êtes adorable. Vous êtes gentil. Vous pouvez être gentil parfois. Aujourd'hui, dans notre épisode, nous allons parler d'exercices et autres, ce que vous appelez l'adversité, les mimétiques. Mais avant d'en arriver là, juste après l'arrêt de l'enregistrement dans le dernier épisode, vous avez dit « Oh mon Dieu, le fer !» et nous avons eu une longue conversation sur le fer. Je voulais donc nous y ramener avant d'aller plus loin aujourd'hui. C'est possible ? Parfait. Le dernier épisode, si quelqu'un l'a manqué, portait sur les aliments que l'on peut manger ou ne pas manger pour vivre longtemps. J'ai eu la délicatesse de ne pas parler d'un élément pernicieux appelé le fer. Pernicieux ? Oui. C'est l'un des éléments qui s'avère être assez dangereux en excès dans l'organisme. On constate de plus en plus que les personnes qui ont des niveaux élevés en fer ont un vieillissement accéléré. D'accord, mais le fer est essentiel, n'est-ce pas ? Nous avons tous besoin de fer. De fait, les gens prennent souvent des compléments alimentaires à base de fer. C'est vrai, nous avons besoin de fer. C'est un composant majeur de l'hémoglobine qui transporte l'oxygène dont nous avons besoin. Mais les niveaux n'ont pas besoin d'être aussi élevés qu'on le pensait. En fait, les personnes qui vivent longtemps et qui suivent les régimes recommandés ont généralement des taux de fer et d'hémoglobine plus faibles. Et ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose. À l'inverse, les personnes qui ont des niveaux très élevés, soit génétiquement, l'hémochromatose, soit en prenant un supplément et qui se retrouvent avec des niveaux élevés en fer, peuvent se prédisposer à un vieillissement accéléré. Cela rejoint votre idée sur les raisons pour lesquelles les gens devraient limiter leur consommation de viande, parce que la consommation de viande est riche en fer, en particulier les viandes rouges qui sont particulièrement riches. C'est un aspect, mais en général, si les gens prennent des multivitamines contenant des niveaux élevés en fer, cela pourrait être une très mauvaise chose, car le fer s'accumule dans les tissus. Et nous savons maintenant que le fer conduit à la production de radicaux libres qui endommagent les tissus de l'organisme. Et pire encore, il entraîne l'accumulation de ces cellules zombies que nous appelons cellules de sénescence. Celles-ci favorisent le processus de vieillissement et en grande partie parce qu'elles libèrent les molécules inflammatoires et qu'elles provoquent l'inflammation d'autres cellules voisines, qu'elles les font vieillir, qu'elles les rendent sénescentes et qu'elles provoquent même des cancers. Revenons un instant en arrière car je pense que nous allons parler davantage des cellules sénescentes dans un prochain épisode. Nous avons déjà mentionné les radicaux libres et je pense que c'est un mot que l'on utilise souvent. Peut-être que tout le monde ne comprend pas ce qu'est un radical libre. C'est vrai, et nous ne parlons pas des habitants de Portland dans l'Oregon. Ni de Gênes ou de Berkeley. Oui, il s'agit de radicaux libres. Ils existent depuis des millions d'années et nous les connaissons depuis au moins 70 ans. Il existe 3 types principaux de radicaux libres. Il y a la molécule de superoxyde, qui est très dommageable et peut conduire à ce que l'on appelle les produits finaux de glycation avancée, qui sont essentiellement des protéines endommagées. C'est l'une des raisons pour lesquelles il faut parfois jeûner pendant la journée pour se débarrasser de ces protéines endommagées. Il y a l'anion superoxyde, qui crée la majeure partie du stress oxydatif dans l'organisme. Et il y en a un troisième, le peroxyde d'hydrogène, dont on peut acheter une bouteille pour se teindre les cheveux en blond ou en orange, comme je l'ai fait pendant la pandémie. Ces 3 éléments sont vraiment mauvais. Vous vous êtes teint les cheveux pendant la pandémie ? Oui, je m'ennuyais. De quoi ça avait l'air ? Horrible, c'était vraiment orange. Depuis, je l'ai teint pour les cacher, mais c'est presque fini, Dieu merci. C'est là que le fer intervient. Lorsque vous avez une molécule de superoxyde, elle est transformée en peroxyde par une enzyme appelée superoxyde dismutase, qui est extrêmement importante pour se débarrasser du superoxyde qui va endommager la cellule. Mais on obtient alors du peroxyde d'hydrogène et nous savons à quel point c'est mauvais. Regardez mes cheveux. Alors vous ne voulez pas que cela circule. Il existe alors une molécule appelée glutathion qui transforme le peroxyde d'hydrogène en eau. Mais si vous avez trop de fer, il n'y aura pas assez de possibilités de le détoxifié et il sera transformé en radical hydroxyle, une molécule très nocive qui endommage l'ADN, l'ARN, les lipides, les protéines et favorise le vieillissement et la sénescence. Il faut donc avoir suffisamment de fer pour ne pas se sentir léthargique, pour que l'oxygène soit transporté en quantité suffisante, mais pas à des niveaux trop élevés qui provoqueraient un vieillissement accéléré.
Et cela sera différent selon les personnes. Aux États-Unis, 10% de la population est porteuse du gène HFE, ce qui la rend plus vulnérable à l'hémochromatose, ce qui signifie qu'elle doit faire encore plus attention. Mais vous ne pouvez pas savoir si vous êtes porteur de ce gène, n'est-ce pas? C'est vrai, ça se mesure. C'est pourquoi je recommande aux gens de mesurer leur biochimie sanguine et de déterminer si leur taux de fer, qu'il s'agisse du fer libre, qui est le pire type de fer, ou même du fer lié, donc si leur taux de fer est anormal. Il est possible de corriger cela. Dans le cas d'une personne normale, je dirais qu'il ne faut pas nécessairement prendre un supplément de fer, même si les femmes peuvent en avoir besoin à certaines périodes du mois. Mais les personnes atteintes d'hémochromatose sont particulièrement sensibles au vieillissement. Et la recommandation typique d'un médecin est de donner du sang si vous le pouvez. Okay, so just to go over what we talked about last time really quickly. Ok, alors juste pour revenir rapidement sur ce dont nous avons parlé la dernière fois. Vous préconisez un régime à base de plantes. Vous préconisez un faible taux en fer. Autre chose? C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Quel type d'exercice est le plus efficace? Je parlais juste de la façon dont nous devrions manger, mais oui. Eh bien, mangez moins souvent. Mangez moins souvent. Je suis passée de la privation du petit déjeuner à l'absence du déjeuner aussi pour me concentrer sur le dîner et donner à mon corps une pause alimentaire pendant la nuit et le milieu de la journée. Ainsi, nos gènes défensifs contre le vieillissement sont activés. Ces trois groupes-là sont la mTOR qui détecte les acides aminés ou leur absence, la MPK qui détecte l'énergie, principalement le glucose, et les sirtuines sur lesquelles je travaille et qui détectent toutes ces choses, y compris l'exercice. Et ces trois mécanismes de protection, nous pouvons les activer en mangeant les bonnes choses, en mangeant moins souvent et en faisant de l'exercice. Et cela nous mène à ce dont nous parlons aujourd'hui, car il s'agit d'amener notre corps dans un état d'adversité perçu comme un moyen d'activer ces gènes. Mais avant d'en arriver là, nous devons nous occuper de certaines choses. Entrons dans le vif du sujet. Dans cet épisode, nous parlons de certaines choses que les gens peuvent faire pour créer et imiter dans leur vie l'adversité biologique, qui est propice à une meilleure durée de vie et de santé. C'est ce que nous appelons les mimétiques de l'adversité. C'est ainsi que nous les appelons, vous et moi. Mais est-ce que c'est un terme que les scientifiques utilisent ou d'autres personnes? Non, nous l'avons inventé. Vous venez de l'inventer? Mais c'est un bon mot, n'est-ce pas? Nous l'utiliserons, c'est une marque déposée. La raison pour laquelle l'adversité est importante est liée à l'idée que vous avez proposée d'un circuit de survie. Avant d'aller plus loin, parlons donc du circuit de survie. Nous n'avons pas besoin de remonter très loin dans l'histoire. Pas 4 milliards d'années, nous allons avancer un peu dans le temps. Oui, on ne peut pas remonter 4 milliards d'années en arrière, c'est dans le livre. Nous allons commencer dans les années 1990 avec Cynthia Kenyon et son travail sur les extraterrestres marins. C'est un bon point de départ. Dans les années 1980, tout tournait autour des radicaux libres. Nous ne savions pas que le vieillissement pouvait être contrôlé par des gènes. En tout cas, pas par un seul gène. Cynthia, jeune étudiante diplômée, a cherché des vers qui vivraient plus longtemps. Elle les a fait muter et a trouvé une souche de ver, un ver mutant qui vivait 2 fois plus longtemps. Ainsi, au lieu de vivre 15 jours, il vivait 30 jours. Il s'agit là d'une découverte remarquable, car lorsqu'elle a disséqué les vers, qu'elle les a fait se reproduire, elle a découvert que ce phénomène était dû à la mutation d'un seul gène. Et lorsqu'elle a cloné le gène et trouvé où il se situait, c'était dans un gène qui détecte l'insuline, le gène du récepteur de l'insuline appelé DAF2. C'était remarquable parce que cela n'avait rien à voir avec les radicaux libres, rien à voir avec les dommages causés à l'ADN. Il s'agissait d'une molécule de signalisation. Ce fut le début d'une révolution dans la compréhension de la manière de contrôler le vieillissement en utilisant des gènes, des suppléments et des médicaments qui activent les défenses de l'organisme. Et c'était le premier gène dit de longévité? Oui, je dirais que c'était le premier qui était très proche du travail que nous faisions au MIT. Nous avions peut-être 1 an de retard sur elle. Vous semblez un peu agacé par ça. Non, ce n'est pas mon cas. Je suis prudent parce que mon superviseur, Lenny Garant, avait l'habitude de s'énerver lorsqu'on lui disait qu'il était légèrement en retard. Il pensait que son travail était fait en même temps. Ces deux-là étaient donc, je suppose, peut-être encore à l'avant-garde de ce domaine. Ils sont certainement les pionniers, tout du moins, et ils ont tous deux montré, Cynthia sur les vers et Lenny sur la levure, lorsque j'étais au MIT, qu'une seule modification génétique peut avoir un impact énorme sur la durée de vie d'un organisme. Ces gènes, nous en avons identifié un certain nombre. Et ils semblent tous fonctionner dans un circuit très similaire qui commence avec l'adversité.
C'est vrai, ces protéines de signalisation comme la DAF2 que Cynthia a découvert et les sirtuines sur lesquelles nous travaillons, nous ne savions pas ce qu'elles faisaient au début. On s'est dit, c'est fou, cela n'a rien à voir avec la réparation de l'ADN et les radicaux libres. Mais lorsque nous avons découvert ce qu'elles faisaient réellement, il s'est avéré qu'elles s'adressaient au reste de la cellule pour la maintenir en bonne santé et en vie. Ainsi, dans le cas de ce ver, la durée de vie n'était pas seulement plus longue, le programme de survie était activé. Ces vers sont résistants au stress. Vous pouvez les soumettre à la chaleur, au froid, les affamer ou simplement les mettre dans de bonnes conditions, ils vivent plus longtemps. Le paradigme est que normalement, un ver réagit à son environnement. S'il est affamé, il va se terrer, il va survivre. Mais ici, nous avions un ver qui imitait la famine et qui était capable d'en bénéficier sans avoir à se priver de nourriture. Comment ces gènes, faute d'un meilleur mot, savent-ils que les conditions sont défavorables et qu'ils doivent s'activer? Eh bien, il existe différents capteurs. Nous avons parlé de mTOR, qui détecte les niveaux d'acides aminés dans la cellule. Des niveaux plus faibles de certains acides aminés, les acides aminés à chaîne ramifiée, sont bons pour la cellule car ils régulent à la baisse l'activité de mTOR. C'est une façon de procéder. La MPK détecte l'énergie, le glucose, et la sirtuine détecte le NAD, une molécule qui augmente avec l'exercice et la faim. Ensemble, ce sont les capteurs. Comment la cellule communique-t-elle avec les autres cellules? Eh bien, il y a l'insuline, comme nous le savons lorsque nous prenons un repas. L'insuline passe de notre pancréas à notre circulation sanguine et dit au reste du corps « Vous avez du sucre prêt, aspirez-le, utilisez-le ». C'est une protéine de signalisation. Lorsque les vers de Cynthia ont été mutés, ce signal d'apport de glucose a été muté et le signal d'insuline a été absent. Lorsque la signalisation de l'insuline est absente chez le ver, cela signifie qu'il a faim. Et vous bénéficiez des avantages de la faim sans avoir à mourir de faim. Notre corps est donc un système de surveillance toujours actif qui perçoit le monde qui nous entoure et qui nous soumet constamment à différents facteurs de stress, du moins dans l'histoire de l'humanité, n'est-ce pas? Nous avons donc toujours eu un peu froid, un peu faim, un peu peur ou dû fuir tel ou tel animal qui voulait nous manger. C'est dans cet environnement que notre espèce a évolué, que toutes les espèces ont évolué, n'est-ce pas? C'est un état constant d'adversité. C'est vrai, et cette adversité, nous avons évolué pour la combattre. Ainsi, dans le passé, notre corps luttait constamment contre la maladie et la détérioration tout au long de la vie. Mais avant la naissance, nous luttions contre l'entropie. Les choses s'effondrent, et l'horloge du vieillissement que nous pouvons maintenant mesurer commence dès la conception. Mais si vous avancez rapidement jusqu'à aujourd'hui, notre société est construite sur le confort. Et dans la plupart des pays, nous avons suffisamment de nourriture et d'abri, nous pouvons nous asseoir et nous n'avons pas besoin de fuir les prédateurs. C'est un véritable problème, car les défenses de longévité qui devraient normalement être activées par le froid, la faim et la fuite sont léthargiques. Le corps ne dépense pas d'énergie pour se défendre, à moins que cela ne soit nécessaire. La société moderne est la pire des choses. Nous avons supprimé ces besoins. Oui, nous aimons le confort, c'est agréable, mais c'est la pire des choses pour la santé à long terme. Nous devons inciter le corps à sortir de sa zone de confort en faisant des choses dont nous avons parlé. Manger de bons aliments, y compris les aliments stressants, manger moins souvent. Ce qui nous stresse et amène notre corps à sentir qu'il doit se protéger, parce que si nous ne le remplissons pas de tous les nutriments et de toutes les calories que nous voulons, il perçoit un besoin, il précède l'adversité et il active ses gènes. Oui, et tant que nous avons une nutrition adéquate, ce que nous appelons le jeûne intermittent avec nutrition adéquate ou IFAN, c'est un autre terme que nous venons d'inventer dans ce podcast, qui permet au corps d'activer ses défenses sans souffrir de conséquences négatives à long terme. Ce qui est intéressant, c'est que même si nous savons que le réfrigérateur est probablement plein de nourriture, notre corps n'est pas aussi intelligent, il ne reçoit pas ce message. Nous pouvons tromper le corps en lui faisant croire que le réfrigérateur manque de nourriture ou que le champ ou la forêt manque de nourriture et que nous ferions mieux de nous terrer et de survivre. Vous brûlez des graisses, vous augmentez votre métabolisme, vous avez donc plus d'énergie pour courir et trouver de la nourriture. Vous devenez plus alerte parce que vous devez aller chercher plus de nourriture et vous défendez votre corps contre les agressions, qu'il s'agisse d'infections entrantes ou de maladies internes. Et c'est une bonne chose que nous puissions tromper notre corps et ce n'est pas si difficile. Il suffit de faire les choses dont nous parlons dans ce podcast.
Nous avons déjà parlé des effets clés qui découlent du fait de manger moins souvent pour activer l'effet mimétique de l'adversité. Mais il y a un autre moyen très simple de le faire. C'est vrai, c'est de se bouger les fesses. Et juste se bouger les fesses? Oui, ce n'est pas si difficile, mais comme nous le disons, assis ici à faire ce podcast, mais l'une des façons dont je le fais, c'est que j'ai un bureau debout. Mes fesses se sont en fait atrophiées quand nous avons écrit ce livre, Lifespan. J'ai eu une crampe dans le muscle piriforme. Attendez, votre quoi? Oui, c'est un tout petit muscle. Et où est-il? Mais ça n'a pas d'importance, mais c'est dans la hanche. Il passe par ce trou dans le bassin. C'est essentiel pour se tenir debout. Je me suis toujours demandé à quoi servait ce trou. Il y a un muscle qui passe par là? Oui, j'avais une crampe du côté gauche. J'ai donc boité pendant environ 9 mois après avoir écrit le livre. Et je me suis dit, super, j'écris sur la santé et la longévité et voilà que je suis paralysée. J'ai fini par le faire disparaître grâce à une combinaison d'exercices, de physiothérapie et d'une injection de NAD dans les fesses, dont nous parlerons probablement dans le prochain épisode. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la position assise est mauvaise pour nous. Vous vous atrophiez, vous avez moins de muscles, ce qui signifie que vos niveaux d'hormones, en particulier la testostérone, diminue et vous avez des douleurs, ce qui n'est pas bon signe. Mais en fin de compte, si vous n'avez pas beaucoup de muscles dans les hanches, vous risquez de vous briser les os en tombant lorsque vous serez plus âgé. Tout cela signifie qu'il faut se bouger les fesses. Levez-vous et mieux encore, marchez, courez ou faites du vélo pour créer ce que nous appelons un état hypoxique. Votre corps a besoin d'aspirer plus d'oxygène et cela a des effets bénéfiques remarquables sur la santé. Et nous devons vraiment travailler dur parce que pendant que l'on dit ça, nous sommes assis sur ces chaises, quelques jours après avoir été assis pendant un très long vol pour venir ici. Nous avons un canapé confortable sur lequel nous avons travaillé. En fait, nous devons rechercher activement des occasions de faire cela, de faire de l'exercice pour promouvoir cet effet mimétique de l'adversité, parce que nos vies sont construites autour du confort et de la sédentarité. Oui, c'est vrai. Et ce que la plupart des gens ne comprennent pas, c'est que l'exercice n'est pas seulement bénéfique pour la forme physique et la vitalité. Il peut en fait stopper les maladies dans leur élan. L'exercice peut ralentir le cancer en fait. Il peut empêcher jusqu'à 23% de tous les cancers de se déclarer. C'est également le cas pour les maladies cardiovasculaires. En fait, l'exercice a un effet encore plus important sur cette réduction de 30% en pratiquant un exercice modéré chaque semaine. 50 minutes suffisent ou 3 fois par semaine pendant 10 minutes. La mortalité toutes causes confondues, c'est-à-dire le ralentissement du vieillissement, représente une réduction de 27% du taux de vieillissement juste en pratiquant du sport. Ce que vous venez de dire, j'aime cette idée de relier la mortalité toutes causes confondues au vieillissement. Parce que nous avons présenté ici, comme vous le faites depuis un certain temps, que la plupart des maladies qui nous amènent vers la fin de notre vie ne sont en fait qu'une accumulation des symptômes du vieillissement. Par conséquent, si l'on réduit le taux de maladie pour les différentes maladies, cela fait baisser la mortalité toutes causes confondues. Une autre façon de dire que l'on réduit le vieillissement. C'est exactement ce que nous devons faire et nous pouvons également mesurer cela avec l'horloge biologique, l'horloge Horvath, nommée par mon bon ami Steve Horvath. C'est maintenant une mesure du processus qui mène à toutes ces maladies qui nous tuent. L'un des moyens que nous connaissons pour ralentir le tic-tac de cette horloge biologique, c'est l'exercice physique. Et tout type d'exercice est bon à prendre. C'est pourquoi l'objectif des 10 000 pas par jour est populaire. D'une manière générale, c'est une bonne chose. Ce n'est pas un chiffre magique. Je crois que quelqu'un a décidé 10 000. En fait, certaines études ont montré que les bienfaits pour la santé existent entre 4 000 et 6 000 pas. Mais l'idée de base est que lorsque nous bougeons, nous brûlons nos calories. Nous mettons au moins légèrement notre corps dans un état d'adversité. C'est vrai, essayez donc d'en faire 4 000 et encore mieux 10 000.
C'est un excellent objectif, c'est un chiffre rond, c'est bien. Ne restez pas assis, c'est ce que nous disons. C'est tout ce qu'il faut, ce n'est pas si difficile, il suffit de faire quelquefois le tour du pâté de maison, et surtout après un repas. Marcher après un repas permet d'équilibrer le taux de glucose, ce qui est souhaitable. Dans le même ordre d'idées, nous parlions de ce vieux proverbe chinois, les 99 pas après un repas. Non, 1000 pas après un repas. Vous vivrez jusqu'à 99 ans. En gros, marchez après avoir mangé, n'est-ce pas? Cela stimule l'absorption du glucose, mais aussi cela fait bouger vos muscles et stimule la production de nouveaux vaisseaux sanguins pour s'assurer que vous ne manquerez pas d'oxygène plus tard dans votre vie. La première chose qui se produit lorsque vous bougez est une réaction très importante qui implique l'une de ces voies de longévité que j'appelle l'AMPK. Et nous pouvons activer la MPK simplement avec un faible niveau d'exercice en commençant par l'adversité. Oui, la MPK enregistre l'énergie dans la cellule qui est une énergie chimique appelée ATP. Lorsque les niveaux d'ATP sont faibles, la MPK est activée. Il s'agit d'une kinase activée par l'AMP. L'AMP est ce que vous obtenez en grande quantité lorsque vous n'avez pas assez d'ATP. En bref, lorsque l'activité de l'AMPK est élevée, vous produisez plus de mitochondries, ce qui vous procure des avantages durables. Ainsi, après avoir fait de l'exercice, votre corps produira plus d'énergie, plus de ces organites que nous appelons mitochondries, qui vous apporteront des bénéfices à long terme pour votre santé au-delà de la période d'exercice. Nous savons que l'exercice physique de faible intensité est bon. C'est un bon début. Il n'est pas nécessaire d'en faire énormément. Beaucoup de ces études montrent que 10-15 minutes par jour, voire 50 minutes par semaine au départ, auront des effets bénéfiques sur votre santé. Mais l'exercice vigoureux, la façon la plus simple d'y penser, c'est votre respiration. Votre rythme respiratoire s'accélère et votre rythme cardiaque s'accélère, c'est bien ça? Exact. Il y a une raison pour laquelle l'exercice vigoureux est si important, au-delà de la simple marche et de la station debout. C'est que vous souffrez d'hypoxie. De faibles niveaux d'oxygène sont sans aucun doute bons pour vous, même si vous ne vous sentez pas bien. Lorsque vous savez que vous êtes en hypoxie, c'est lorsque vous êtes tellement essoufflé que vous ne pouvez pas tenir une conversation. C'est ce que vous devez viser pendant au moins 10 minutes, plusieurs fois par semaine. Pourquoi l'essoufflement est-il important? Il est très rare que les gens posent cette question. La raison principale est la suivante. Parce que ça n'a pas de sens, étant donné que vous avez besoin d'oxygène. C'est vrai, mais encore une fois, c'est l'idée de l'hormèse, c'est-à-dire que ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Ce qui se passe, c'est que lorsque vous êtes hypoxique, vous activez ce que l'on appelle HIF1-alpha, facteur inductible par l'hypoxie. Cette voie active un certain nombre de gènes très utiles qui contrôlent la croissance des nouveaux vaisseaux sanguins et des mitochondries. Mon ami et collègue de Harvard a reçu le prix Nobel en 2019 pour avoir découvert HIF1-alpha et son rôle dans la biologie. L'autre chose qui se passe dans ce cas, en fait, il y a deux choses. D'une part, il souligne les changements dans un programme génétique, ce qui est une bonne chose, mais ce qui se passe également, c'est que des radicaux libres sont générés, car lorsqu'il n'y a pas assez d'oxygène, les électrons qui devraient normalement être utilisés par ce que l'on appelle la chaîne de transport d'électrons dans les mitochondries, qui génèrent l'ATP, s'envolent et deviennent des radicaux superoxydes. Pouvons-nous parler des électrons parce que le fonctionnement de cette chose est vraiment fascinant? C'est un petit circuit. Oui, c'est une petite batterie composée de protéines. Il y a une chaîne de protéines qui s'assemblent dans la membrane et qui se font passer un électron, comme une patate chaude. Elle ne veut pas s'y accrocher, elle le pousse, elle s'en débarrasse. Ce faisant, il pompe des protons, c'est-à-dire des atomes d'hydrogène, dans l'espace interne de la membrane, car il y a deux membranes qui entourent la mitochondrie. Dans ce petit espace, l'objectif est de le rendre très acide en y injectant des protons, ce qui fait la chaîne de transport d'électrons. Mais il faut de l'oxygène, parce qu'à la fin, il faut se débarrasser de cet électron. Et il le donne à l'oxygène, c'est ce qu'on appelle la respiration. Nous avons besoin de respirer si fort quand nous courons, c'est pourquoi nous avons besoin d'oxygéner en premier lieu. Maintenant, si vous n'avez pas assez d'oxygène, cela entraînera la production de radicaux libres qui endommageront la cellule. Vous direz peut-être que cela n'a pas de sens. Si vous courez et que vous endommagez la cellule, ce sera très mauvais, n'est-ce pas? Mais n'oubliez pas qu'un peu de dégâts peut être bénéfique. Ce qui se passe, c'est qu'il stimule ce qu'on appelle la mito-hormèse, l'hormèse mitochondriale. Cette hormèse présente toute une série d'avantages, notamment la fabrication de plus de mitochondries, ce qui vous donne de l'énergie.
Mais je voudrais mentionner quelque chose qui est vraiment très important. Je pense à cette chaîne de transport d'électrons. Vous vous souvenez que j'ai dit que ces protons sont pompés dans ce petit espace pour le rendre acide. Vous avez maintenant ce qu'on appelle un gradient. Il y en a plus dans cet espace qu'à l'intérieur de la mitochondrie, dans la bulle interne. Ils veulent sortir. S'il y en a trop quelque part, ils doivent s'équilibrer. Ce que fait la cellule, c'est qu'elle crée de petits trous par lesquels les protons peuvent s'échapper. C'est ce qu'on appelle l'ATPase. Et ce qui se passe, c'est que lorsque ces protons s'échappent, c'est comme la turbine d'un barrage hydroélectrique. Il y a une petite roue au fond de ce tube qui tourne très vite, plusieurs fois par seconde. Et cette rotation lui permet de produire l'ATP ou de l'énergie chimique que l'on utilise ensuite pour faire fonctionner les muscles. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que plus vous avez des mitochondries, si vous faites de l'exercice depuis quelques semaines, plus vous produisez d'énergie chimique, vous ne vous sentez plus aussi essoufflé qu'avant. En plus d'avoir plus de mitochondries, vous avez construit plus de vaisseaux sanguins dans votre corps. L'oxygène est donc transporté vers les tissus. Or, ces deux choses se dégradent avec l'âge. Nous parlerons plus tard de la façon dont vous pouvez contourner ce problème et inverser votre âge pour retrouver cette capacité. Avec des médicaments, des molécules et des suppléments. D'ailleurs, ce dont nous parlons aujourd'hui, c'est de l'exercice lui-même. Oui, nous revenons toujours à cette idée qu'un peu d'adversité est une bonne chose, comme si une grande quantité de n'importe quoi allait vous tuer. Mais un peu de toutes ces choses qui pourraient vous tuer à haute dose est vraiment bon pour nous, parce qu'il met notre corps dans un état d'adversité. Parlons-en à propos d'un autre effet de l'exercice, l'augmentation de la sensibilité au glucose. C'est vrai, et en vieillissant, nos muscles et notre cerveau deviennent moins sensibles à l'insuline et le pancréas en produit de plus en plus pour essayer de faire face à cette insensibilité. Nous pensons qu'en raison de cette horloge biologique vieillissante, les gènes nécessaires au fonctionnement des cellules musculaires ou cérébrales s'activent et se désactivent de manière incorrecte. C'est ce que nous appelons l'ex-différenciation plus. En gros, les cellules perdent leur identité en vieillissant et ne produisent plus une protéine particulière appelée GLUT4, qui est un transporteur de glucose à l'extérieur de la cellule. Les muscles n'apportent donc pas le glucose. Il y a deux problèmes, n'est-ce pas? Tout d'abord, vous n'avez pas d'énergie à brûler dans les mitochondries pour produire de l'énergie. Et l'autre problème, c'est que ce sucre, ce glucose qui circule dans le sang et qui n'est pas absorbé par les muscles et le cerveau, commence à endommager la paroi des vaisseaux sanguins et nous savons que c'est le cas du diabète de type 2 et des maladies cardiovasculaires. Et c'est là que le VEGF intervient. Le VEGF est une petite protéine qui signale la formation de nouveaux vaisseaux sanguins. Lorsque vous faites de l'exercice... Au fait, comment s'écrit VEGF? VEGF en majuscule. Ok, donc si vous voulez faire des recherches, alors VEGF. Le VEGF est fabriqué par les muscles après l'exercice. Vous êtes parti courir ou même marcher, mais courir c'est encore mieux. Il y a un gène appelé PGC1-alpha, qui est ce qu'on appelle un facteur de transcription. Il sera fabriqué. Il se liera au côté amont du gène du VEGF et produira plus de cette protéine VEGF. Est alors sécrété par le muscle et se diffuse dans la paroi des vaisseaux sanguins. La paroi des vaisseaux sanguins est constituée de cellules appelées cellules endothéliales, qui captent le signal. Elles ont des petits récepteurs qui détectent le VEGF, et lorsqu'elles reçoivent ce signal, elles disent « Oh waouh, nous sommes en train de faire une erreur. Nous sommes poursuivis par un tigre à dents de sabre depuis une semaine. Nous ferions mieux de construire plus de vaisseaux sanguins. » Et c'est ce qu'ils font. Normalement, vous avez un tube qui a un capillaire, enfin des vaisseaux sanguins presque microscopiques. Et ce qui se passe, c'est que les cellules endothéliales vont commencer à se ramifier sur le côté et à créer un nouveau vaisseau sanguin. C'est ce que l'on obtient avec l'exercice physique. À l'inverse, si vous restez assis toute la journée, vous ne créerez pas de nouveaux vaisseaux sanguins. Vous en aurez de moins en moins et vos muscles et votre cerveau commenceront à manquer d'oxygène. Or, l'un des problèmes majeurs que nous avons découvert est qu'au cours du vieillissement, cette voie de signalisation, ce mécanisme de signalisation est défectueux. Et même si vous faites de l'exercice, en vieillissant, vous n'en tirerez pas les bénéfices. Vous n'avez pas de nouveaux vaisseaux sanguins. Vous pouvez le voir sur une souris, je veux dire, quand vous disséquez la souris sans vouloir être trop explicite, vous pouvez voir ces vaisseaux qui s'amincissent. Nous n'avons même pas besoin de blesser la souris pour le voir. Nous pouvons utiliser l'imagerie pour voir le flux sanguin dans une souris sans la blesser. Nous pouvons voir les zones rouges vifs où le sang circule bien. Chez une souris âgée, on n'obtient pas ce résultat, même en lui faisant faire de l'exercice. Mais nous avons trouvé un moyen de restaurer la jeunesse du muscle et de rétablir la capacité du VEGF à déclencher la formation
formation de nouveaux vaisseaux sanguins. L'astuce consiste à activer la production de NAD, qui est le carburant du circuit de survie de la sirtuine. Et qui peut être activé par l'exercice, car l'exercice régule la NAMPT. Également connu sous le nom de NAMPT, certains l'appellent ainsi. Mais oui, c'est le parent de cet ancien gène de levure dont nous avons parlé dans notre premier épisode et qui prolonge la durée de vie des cellules de levure. Ajoutons donc un autre élément à ce sujet. Il s'agit de l'impact de l'exercice sur l'épigénome. Oui, l'épigénome. Si vous avez manqué le premier épisode, je vous encourage à l'écouter et à le regarder parce que nous avons parlé de l'épigénome et de la façon dont il affecte le processus du vieillissement. En résumé, l'épigénome est le régulateur de l'ADN. Il indique aux gènes ce qui ne va pas pendant le vieillissement et pourrait même être la raison pour laquelle nous vieillissons. L'une des raisons pour lesquelles nous pensons cela est qu'il est désormais possible de mesurer l'âge biologique des personnes. Je peux ramener un échantillon de vos cellules dans mon laboratoire, je peux prélever quelques cellules de votre joue dans un écouvillon et nous pouvons mesurer le rythme de votre vieillissement. C'est ce qu'on appelle l'horloge de Horvath ou l'horloge de méthylation de l'ADN. Lorsque l'on observe des personnes qui ont un mode de vie sain, on constate qu'elles sont beaucoup plus jeunes d'un point de vue épigénétique que les personnes qui n'ont pas ce mode de vie. Il est donc très probable que l'exercice physique ne protège pas seulement contre les maladies cardiovasculaires, mais qu'il ralentit le rythme général du vieillissement. Il y a aussi d'autres horloges. Il y en a beaucoup en fait. L'un de nos chercheurs, Dave Johnson, a participé à une étude qui utilise l'horloge protéomique, qui fonctionne de manière similaire, parlons-en rapidement, car c'est une manière de mesurer le vieillissement biologique. Oui, il est donc possible de mesurer les protéines dans le sang qui changent de manière prévisible au fil du temps. Il existe une protéine appelée GDF15 qui circule et qui est devenue un excellent biomarqueur du vieillissement. Le GDF15 est l'un des gènes utilisés dans l'étude mentionnée dans le dernier épisode, où le régime méditerranéen ralentit le processus du vieillissement et où l'on a constaté que le GDF15, la méthylation de ce marqueur d'horloge, était également ralentie. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que ces horloges protéomiques et épigénétiques, ainsi que d'autres, comme l'horloge immunologique, peuvent être utilisées pour comprendre ce qui ralentit le vieillissement, mais surtout comment l'inverser grâce à divers traitements. Nous sommes passés d'un domaine où nous n'avions aucune idée de ce qui se passait lors du vieillissement, où nous devions examiner des dizaines de milliers de personnes sous metformine pour voir si cela aidait la santé, à un point où nous pouvons prendre 100 personnes, les traiter avec quelque chose, et 2 mois plus tard, nous voyons si elles ont rajeuni ou non. Et ces expériences sont menées en ce moment même. L'une des choses que nous utilisons est l'exercice. Dans l'étude dont nous venons de parler, on a comparé des personnes actives à des personnes sédentaires. Les personnes actives étaient en moyenne 5 ans et demi plus jeunes, selon cette horloge biologique protéomique. On peut supposer qu'il en irait de même si on utilisait l'horloge de Horvath ou une horloge immunologique. Oui, c'est vrai. On l'a fait sur des personnes qui font de l'exercice et elles sont également jeunes d'un point de vue épigénétique. Ce qu'il faut retenir de cette horloge, c'est qu'elle ne vous indique pas seulement votre âge biologique, mais qu'elle vous permet de prédire quand vous allez mourir ou quand quelqu'un va mourir. Et quand je dis cela à certaines personnes... C'est un peu morbide. Je ne veux pas savoir, mais considérez que 80% de votre santé future est entre vos mains. C'est modifiable. 20% sont génétiques. Vous ne pouvez pas y faire grand-chose jusqu'à présent. Mais ce qu'il y a d'important, c'est si vous avez les outils pour changer votre rythme de vieillissement, tout d'abord, il faut le mesurer pour savoir s'il fonctionne. C'est ce que je recommande et nous parlerons des moyens de le faire en pratique. Mais une fois que vous avez ce chiffre, et c'est mon travail, nous pouvons vous dire ici dans ce podcast comment ralentir et inverser ce processus. On utilise souvent des analogies avec les voitures, vous et moi. Je pense que beaucoup de gens le font et ça vaut la peine de le mentionner. Vous savez que votre voiture ne va pas durer éternellement. Il y a une durée de vie pour une nouvelle voiture. Vous devez choisir en fonction de la façon dont vous traitez la voiture au fil du temps. Si oui ou non, la voiture va durer 100 000 ou 200 000 ou 400 000 km. Oui, et l'emmener chez le carrossier pour la réparer et chez le mécanicien le plus souvent. C'est ce dont nous parlons pour notre corps. C'est pourquoi il est important de savoir. Eh bien, il faut le mesurer. Il faut savoir quand la voiture a besoin d'être révisée. Il faut savoir si l'on tourne le bouton, si l'on fait du mal ou du bien. Et à cette fin, l'un des développements les plus intéressants et les plus passionnants que l'on observe actuellement est cette sorte de course pour que ces horloges soient largement disponibles pour les gens. À tel point qu'on prévoit un prix d'environ $1 pour un test d'Horvath.
for a Horvath test? Pour l'instant, si vous voulez vérifier votre âge biologique, vous pouvez vous rendre sur le site d'Insight Tracker, l'un de nos aimables sponsors qui propose un test sanguin. Vous pouvez aussi faire un test ADN, disponible pour quelques centaines de dollars auprès de différents vendeurs. Un étudiant de mon laboratoire, Patrick Griffin, a récemment publié un article qui peut être consulté sur bioarchive.org qui décrit un moyen de mettre en commun des milliers d'échantillons de personnes et de les analyser tous ensemble, ce qui ramène le coût de ce test à moins $1, et voir si vous essayez un nouveau régime ou un supplément ou simplement de la méditation, si vous en tirez réellement des bénéfices. Beaucoup de gens entendent tout cela et se disent « D'accord, je comprends, je dois faire de l'exercice, mais... » Et je l'entends souvent, « Je déteste courir », comme si tout le monde pensait cela, comme si c'était la seule chose qu'ils étaient autorisés à faire. Je pense que les médecins y contribuent un peu en disant « Vous devez aller courir, faire du jogging ou autre chose. Il ne s'agit pas seulement de courir, n'est-ce pas ? Quel est le meilleur exercice ? » Eh bien, il y en a un. C'est l'exercice que vous allez faire. Eh bien, c'est ce que vous aimez faire. Et ça peut être un sport. On peut faire de la planche à voile, de la voile. Il suffit de bouger, c'est l'essentiel. Il y a même le sexe. Nous avons fait des recherches à ce sujet. Nous avons vérifié. On était très optimistes quand on a regardé ça, mais ça brûle environ 4 calories par minute ou quelque chose comme ça. Je suis sûre que ça dépend de l'individu, n'est-ce pas ? Je veux dire que vous pouvez rendre le sexe plus aérobique. Vous pouvez l'intégrer à votre programme d'exercice. Mais vous devez avoir un partenaire consentant qui veut aussi l'intégrer à son programme d'exercice. Ça ne fait que 4,2 calories par minute. Et nous avons également vérifié la durée moyenne d'un rapport sexuel, qui est d'environ 5 minutes. D'accord. Donc, les 20 premières calories, si vous êtes une personne moyenne, j'en brûle 10. Donc, au lieu de ça, vous devriez probablement faire une marche plus longue après pour vraiment brûler ces calories et faire circuler votre sang. Et quelle que soit la manière dont vous faites de l'exercice, que ce soit en courant ou en faisant de la voile, ou apparemment en faisant l'amour, l'Organisation mondiale de la santé et la clinique Mayo recommandent au moins 75 minutes d'exercice vigoureux par semaine. Cela représente donc 15 minutes par jour, 10 minutes. Et il est préférable de répartir l'exercice sur la semaine. Oui, il ne faut pas tout faire en même temps. Mais c'est le point de départ. La plupart des gens peuvent le faire, qu'ils soient la personne la plus occupée du monde ou la personne la moins saine du monde. Vous pouvez accélérer votre rythme cardiaque et votre respiration pendant 10 minutes par jour. Bien entendu, et les bénéfices seront énormes. Vous vous sentirez mieux, vous serez en meilleure forme. Vous aurez aussi une meilleure fréquence cardiaque au repos. C'est l'une des meilleures mesures de votre forme physique. Si votre fréquence cardiaque au repos est inférieure à 50, c'est vraiment bien. Pour quelqu'un de mon âge, dans la cinquantaine, la mienne se situe généralement autour de 40. C'est une bonne indication de votre état de santé. Si votre fréquence cardiaque est élevée, c'est que vous êtes trop stressé et que vous pouvez mesurer votre fréquence cardiaque facilement en posant simplement votre main sur votre bras, mais vous pouvez aussi porter une bague où c'est... Il existe aujourd'hui de nombreux appareils de fitness qui vous aideront à faire cela. Oui, et je suis un grand partisan de la mesure, parce que sinon, on est à l'aveuglette. Je porte donc une bague et une montre. Vous portez une bague en ce moment même. Cela mesure également le sommeil, ce que nous aborderons dans un autre épisode. Il y a des appareils de mesure très avancés. Il y en a un que je colle sur ma poitrine pendant 2 semaines et qui mesure mon corps 1000 fois par seconde pour différents paramètres, y compris ma fonction cardiaque. À l'avenir, ces appareils seront utilisés pour prédire les crises cardiaques, la grippe et toutes sortes de problèmes comme la dépression. À l'avenir, nous n'opérerons pas à l'aveuglette. Nous serons surveillés 1000 fois par seconde. Et contrairement à aujourd'hui où vous allez chez le médecin une fois par an où il passe 15 minutes à vous demander comment vous vous sentez. C'est une blague. C'est vrai. En plus du fait qu'il s'agit d'une évaluation unique, une seule fois, c'est très subjectif, c'est auto-déclaré. Ce sont des données merdiques. Oui, c'est un peu une parenthèse, mais il est intéressant de noter que je me mesure depuis plus de 10 ans à l'aide d'Insight Tracker et que ces données sont merveilleuses, elles sont représentées sous forme de graphiques. Vous pouvez voir quand les choses vont mal. Je les ai corrigées. Ils font une étude sur l'âge intérieur. Il existe un âge intérieur magique 2.0 qui vous indique comment vous vous situez par rapport aux autres personnes de votre âge et vous essayez de maintenir ce chiffre à un niveau bas. D'après ce calcul, j'ai rajeuni au cours des 10 dernières années, ce qui est très intéressant. Mais cela signifie aussi que j'optimise mon corps à chaque fois que je fais quelque chose, et si quelque chose ne fonctionne pas, je ne le fais pas.
Nous allons nous pencher sur la question. J'ai un ami, Nate Price, qui aide les gens à faire cela à l'Institut de biologie des systèmes. Il aide les gens à créer ces tableaux qu'ils peuvent ensuite montrer à leur médecin. Il m'a parlé d'une femme qui avait apporté ces données à son médecin. Et ce dernier s'est montré dédaigneux. Elle lui a dit « Pourquoi ne les regardez-vous pas au moins ?» Le médecin les a regardés, il a dit « Ah oui, c'est vraiment utile. » C'est exactement la réponse de mon médecin. Il m'a dit « Comment vous sentez-vous ?» et j'ai répondu que j'allais bien. Je dors bien et il m'a dit « D'accord, à la prochaine fois. » J'ai dit « Non, attendez, j'ai quelques données, puis-je vous les montrer ?» Et je lui ai montré les données d'Insight Tracker via Zoom. Et il m'a dit « C'est merveilleux, j'aimerais que tous mes patients aient ces données. » Et bien sûr, il ne peut pas demander 43 biomarqueurs à chaque fois, car l'assurance maladie ne paiera pas. Mais si les gens veulent dépenser leur argent, ils peuvent l'investir dans un test sanguin plutôt qu'un café. Les médecins respectent ces données, car elles sont produites par les mêmes entreprises que celles qu'ils utiliseraient de toute façon. Pour amener tout cela à l'exercice et à ces autres mimétiques de l'adversité que nous allons aborder en ayant ces données, je suis un grand fan de football. La première fois que j'ai vu un joueur de football enlever son t-shirt, il portait un soutien-gorge et j'ai pensé « mais qu'est-ce que c'est ?» En fait, il contient ces trackers qui mesurent au milieu des matchs, au milieu des entraînements. Les meilleurs athlètes du monde le font à présent. Ces données sont de plus en plus accessibles à d'autres personnes. Une fois que vous disposez de ces données, vous pouvez commencer à agir en fonction de ces données. Vous pouvez commencer à organiser votre programme d'exercice de manière à en tirer le meilleur profit. C'est exact, et ils peuvent aussi être amusants. Vous pouvez utiliser le GPS pour voir où vous allez, vous pouvez comparer avec vos collègues, vos amis, je cours plus que toi. Continuons parce que nous avons encore beaucoup de choses à dire. Avant de nous éloigner de l'exercice et de commencer à parler de ces autres mimétiques de l'adversité, il y a une autre forme d'exercice que vous aimez, que j'aime, que beaucoup de gens aiment, mais qui ne reçoit peut-être pas autant d'attention que les exercices d'aérobic. C'est la musculation. Je suis content que vous ayez dit cela. La musculation, je la pratique assez souvent. Je dirais au moins un jour sur deux, si ce n'est pas tous les jours. J'ai une salle de sport dans ma chambre et j'ai aussi des poids à côté de mon bureau. Vous en avez aussi dans le coffre de votre voiture en ce moment. En effet, parce que je voyage beaucoup. J'emporte donc les poids avec moi. Mais la raison pour laquelle je fais de la musculation, c'est que cela va maintenir mes niveaux d'hormones. Cela va maintenir ma capacité à bien marcher, à rester droit et à avoir une bonne posture. Cela me donne une meilleure forme, bien que vous puissiez dire que c'est discutable. Mais aussi à mesure que je vieillis... Ce n'est pas discutable, vous êtes un très bel homme, David. Merci, vous êtes charmant, Matthew. Merci. L'autre chose que l'on n'apprécie pas souvent, c'est qu'il est plus difficile de se muscler en vieillissant et conserver cette masse musculaire. Je perds environ 1% de ma masse musculaire chaque année si je ne l'entretiens pas ou si je ne la développe pas. En vieillissant, vous allez tomber. Tout le monde tombe, surtout en vieillissant. Et si vous vous cassez la hanche, c'est presque une condamnation à mort. Beaucoup de gens, 19 personnes par minute, tombent et se cassent la hanche aux États-Unis, ce qui est une cause majeure de mortalité. Le taux de mortalité après une fracture monte en flèche. C'est l'équivalent d'un cancer métastatique, c'est-à-dire à quel point c'est grave. Mais si vous avez des muscles et que vous êtes souple, si vous faites par exemple du pilate à un âge avancé, que vous faites des étirements et renforcez vos muscles, et en particulier autour de la taille, vous avez beaucoup moins de chances de vous casser un os en tombant. Le développement de la masse musculaire aide également à maintenir le niveau d'hormones de jeunesse. Oui, c'est vrai, j'avais du mal à maintenir mon taux de testostérone, comme la plupart des hommes de mon âge. Et en général, il y a deux façons de procéder. La principale est que votre médecin vous donne une injection de testostérone à appliquer à la maison ou une crème que vous pouvez frotter sur votre avant-bras. Ce sont deux façons de procéder. Il en existe d'autres. Mais l'autre méthode que je préfère consiste à stimuler naturellement la testostérone en maintenant une musculature importante, en faisant travailler mes cuisses, mes fesses et mon dos. Et j'ai comparé les deux. J'ai essayé une crème sur mon bras pour la testostérone. Cela a fonctionné à peu près. Mes niveaux ont augmenté d'environ 20%. Ce n'était pas terrible. J'ai vraiment augmenté mon taux de testostérone en faisant des exercices pour les jambes et le dos. Je parle de choses comme les extensions de jambes, les flexions de jambes, ainsi que la flexion des hanches qui consiste à se pencher au niveau des hanches et à soulever des poids. Je fais également des soulevés de terre, c'est-à-dire que je me tiens debout et que je soulève des poids très lourds en gardant le dos droit. Nous savons également que l'exercice physique a un impact sur le vieillissement. Nous avons parlé des cellules sénescentes et de ce que le fer peut faire pour que les cellules deviennent sénescentes.
Mais parlons-en comme de l'un des principaux signes de vieillissement, ce que l'on appelle les signes du vieillissement. L'exercice prévient-il la sénescence? La fait-il reculer? Que fait l'exercice pour les cellules zombies? Commençons par ce qu'est une cellule sénescente. Lorsque l'épigénome est trop déréglé et que ce processus d'ex-différenciation se produit, les cellules peuvent soit mourir, soit devenir cancéreuses. Mais ce que le corps essaie de faire, c'est d'empêcher cela en arrêtant les cellules et en les transformant en zombies. Elles sont vivantes, mais elles ne se divisent pas et font des ravages. En déversant toutes ces substances chimiques dans le sang. C'est ce qu'on appelle le PSAS, le phénotype sécrétoire associé à la sénescence. Ces protéines provoquent des inflammations et des cancers. Moins il y a de cellules sénescentes dans l'organisme, et mieux c'est. Nous commençons à découvrir que le mode de vie, la supplémentation et certains médicaments peuvent ralentir leur formation. N'oubliez pas de maintenir le taux de fer à un niveau bas, mais il est également possible de les éliminer. Cette étude à laquelle vous faites référence comprenait 34 personnes dans un programme d'exercice de 12 semaines et a examiné la quantité de cellules sénescentes circulant dans leur système immunitaire sanguin. La quantité de cellules sénescentes circulant dans le système immunitaire sanguin était nettement inférieure chez les personnes qui faisaient de l'exercice, ce qui prouve qu'il est possible de tuer ou d'inverser ce processus. 12 semaines? Seulement 12 semaines. 12 semaines pour détruire des cellules sénescentes, ça me semble être une bonne affaire. Oui, c'est l'un des meilleurs moyens de tuer les cellules sénescentes. C'est l'étude qui vient d'être publiée cette année dans la revue Aging Cell de Englund, et nous donnerons le lien dans les notes de l'émission. Finissons-en avec l'exercice, mais quelques points à retenir. Il y en a 3 principaux. Le premier, un faible niveau d'exercice. Il s'agit de quelques pas, n'est-ce pas? Bougez-vous les fesses. Levez-vous. Un bureau debout ou un bureau avec un tapis de course. Faites le tour du pâté de maison après le dîner ou le déjeuner. Ce sont des choses Il n'est pas simples. nécessaire de faire 10 000 pas, mais il faut viser 4 000. 4 000. Très bien. Il s'agit là d'exercices de faible intensité que tout le monde devrait faire tout au long de la semaine, chaque jour. Vous devriez également faire des exercices d'intensité élevée. C'est certain, quelques fois par semaine, 10 ou 15 minutes, à perdre haleine. Il peut s'agir d'un entraînement par intervalle à haute intensité ou courir sur un tapis de course. Cela fait circuler vos vaisseaux sanguins et vos mitochondries s'amplifieront. 10 à 15 minutes par jour, oui, ça fait 75 minutes par semaine. Oui, c'est ce que tous les experts recommandent. D'accord. Et ensuite, le renforcement musculaire. Les poids, il faut maintenir la masse musculaire pour les hormones, la testostérone en particulier pour les hommes et les femmes. Faites travailler les gros muscles, ne les oubliez pas, ne vous contentez pas de travailler le haut des bras pour avoir l'air musclé. C'est assez simple, vous n'avez pas besoin d'une salle de sport dans votre chambre comme c'est mon cas. Vous pouvez faire des pompes, des abdos ou simplement avoir quelques poids à portée de main et c'est suffisant. D'accord, et tout cela est l'objectif. Ce n'est pas seulement d'avoir l'air en forme. Tout cela vise l'objectif de la longévité en mettant vos gènes de longévité ou en leur apprenant vous-même, les mettre dans un état d'adversité. Oui, les mimétiques de l'adversité. Mimétique de l'adversité, j'aime vraiment ce mot. Je pense qu'il va devenir populaire. Oui, nous avons déposé une marque déposée pour ce mot. L'exercice n'est pas la seule mimétique de l'adversité, il y en a d'autres. Nous allons maintenant parler de quelques autres catégories. Nous allons parler des températures froides. Nous allons parler de la chaleur. Mais il y en a une qui est vraiment passionnante. Elle est liée d'une certaine manière à l'exercice ou aux effets génétiques, aux effets cellulaires de l'exercice. Et elle évolue très rapidement. Les dernières études ne datent que de ces 2 dernières années. Il s'agit du traitement d'oxygénation hyperbare. Ou HBOT. Oui, c'est vraiment fascinant parce que nous savons depuis un certain temps que les blessures se réparaient ou guérissaient plus vite quand on leur donnait plus d'oxygène. Ce n'est pas clair. Il pourrait s'agir d'hormèse. La génération de radicaux libres pourrait être due au fait que plus d'oxygène dans les tissus leur permet de mieux se développer. Ce ne sont que des théories, mais nous savons que cela fonctionne. Ensuite, les gens ont commencé à se placer dans des caissons hyperbares. Les militaires, en tout cas la marine, le faisaient depuis longtemps pour prévenir les courbatures. Mais on a découvert que c'était très thérapeutique, en particulier pour les troubles neurologiques, mais aussi de plus en plus pour le vieillissement lui-même. Nous devrions expliquer ce qu'est une chambre hyperbare. C'est une pièce ou parfois juste un petit tube où la pression est augmentée. Et lorsque la pression est augmentée, la quantité d'oxygène que vous recevez lorsque vous respirez est augmentée.
On peut monter jusqu'à 2 atmosphères ou plus, et on complète avec de l'oxygène. On respire un peu plus d'oxygène ou de l'oxygène pur. Et c'est ce que j'ai essayé récemment, je suis allée à Los Angeles. Heureusement, je ne suis pas claustrophobe, contrairement à vous. J'en suis ravie. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux vraiment pas faire ça. Vous ne pouvez probablement pas. C'est un cylindre de verre, donc on ne le sent pas. Je regardais la série Schitt's Creek pendant un moment. Vous avez dit que c'était encore plus drôle. Et c'était plutôt cool, surtout quand j'étais sous oxygène. C'est vrai que c'était plus drôle, mais c'est peut-être parce qu'à chaque fois que je le regarde, c'est de plus en plus drôle. Je crois que j'y suis restée environ 1 heure. On peut y méditer, s'endormir ou regarder la télévision. C'est vraiment une expérience formidable. Cela mis à part, ce que dit la science, c'est qu'elle peut en fait inverser un aspect du vieillissement, à savoir le raccourcissement des télomères, les extrémités des chromosomes, dont beaucoup d'entre nous ont entendu parler, comme les extrémités des lacets de chaussures, les aglés, c'est ainsi qu'on les appelle. Si elles s'usent, cela conduit en fait à la sénescence cellulaire, ces cellules zombies. Cela se produit avec le temps, au fur et à mesure que nous vieillissons. Depuis de nombreuses années, les scientifiques recherchent une molécule ou un traitement qui leur permette de le repousser, car cela devrait contribuer à ralentir le vieillissement et à prolonger la durée de vie. C'est ce qui a été apporté l'année dernière par un groupe en Israël, que je connais bien, car j'y suis allée et j'ai visité leur chambre géante. Et vous avez eu vent de cela auparavant alors qu'ils travaillaient dessus? Vous êtes allé jeter un coup d'œil sur ce qu'ils faisaient? Oui, je veux dire, c'est l'un des plus de mon travail, que j'entends parler de choses avant qu'elles ne soient rendues publiques. C'est un aperçu en avant-première. Je suis allée là-bas et je me suis assis dans leur chambre géante qui ressemble à l'intérieur d'un bus. Il fallait porter un masque. Ils m'ont montré leurs données. On dirait une salle de contrôle de Star Trek. C'est vraiment de la haute technologie. Mais les données qu'ils m'ont montrées sur les souris et les humains étaient vraiment convaincantes. Il semble qu'au moins chez les souris, les plaques amyloïdes dans le cerveau des souris, ayant reçu un traitement contre la maladie d'Alzheimer, aient disparu. Vous avez un petit caisson hyperbare miniature pour les souris? Nous sommes en train d'en construire un parce que je veux en utiliser un dans mon laboratoire. Mais ils ne sont pas encore prêts. Ce qu'ils ont découvert, c'est que les humains atteints de démence ou de la maladie de Parkinson qui ont été placés dans la chambre hyperbare ont vu leur état s'améliorer considérablement après quelques séances. C'est devenu un véritable engouement aux États-Unis. Cela se passe en grande partie à Los Angeles. Les gens font état de bienfaits remarquables. Nous avons maintenant besoin de plus d'études, comme celles menées en Israël, pour mesurer réellement les résultats et, si possible, effectuer un contrôle par placebo. Mais au moins, nous disposons actuellement de quelques études, la plupart à petite échelle, mais des études humaines sur l'amélioration de la mémoire, les télomères, les cellules T auxiliaires. C'est vrai, elles augmentent, et aussi les performances cognitives. Il y avait 6 patients âgés qui souffraient de perte de mémoire. Une nouvelle étude a été publiée et tous les patients ont vu leur état s'améliorer. Ce qui est vraiment bien avec ce traitement, même si tout le monde n'a pas accès à une chambre hyperbare, évidemment, mais il s'agit d'une intervention assez facile. Il est facile de traiter et de tester les gens de cette manière. Maintenant que nous avons l'horloge, nous pouvons tester si le vieillissement recule. Ce serait une bonne expérience de prendre des personnes qui ont suivi 7, 8 ou 10 séances de ce traitement, avant et après, et de voir si leur âge biologique a reculé. Il est donc encore tôt. Il semble que ces choses fonctionnent dans une variété de façons dont nous pouvons mesurer le vieillissement et les problèmes du vieillissement. Oui, c'est vrai, et nous n'en sommes pas sûrs. Mais l'une des théories est que le fonctionnement est similaire à celui de l'exercice. L'hypoxie, le manque d'oxygène lorsque vous allez courir, active la protéine IF1-alpha, dont j'ai parlé plus tôt. Cela contribue à la santé de l'organisme. Et l'autre effet de l'exercice est la production de radicaux libres, ce qui donne une légère hormèse mitochondriale, qui ressemble beaucoup à l'hyperoxie. Le traitement en chambre hyperbare a un effet très similaire. Il y a production de radicaux libres. Cela stimule également une réponse d'hormèse mitochondriale qui apporte des avantages très similaires à ceux d'un faible taux d'oxygène. Une de mes théories est que lorsque vous descendez d'un niveau élevé d'oxygène, cela stimule l'hypoxie, comme si vous couriez en descendant d'un niveau élevé à un niveau faible. Ce n'est pas tant l'oxygène que l'explosion d'oxygène que vous recevez. Mais une fois qu'on s'y est habitué temporairement, on s'en détache. C'est un différentiel, et cela correspond aux nouvelles découvertes, à savoir que monter une fois et descendre une fois n'est pas aussi efficace que monter, descendre au cours d'un traitement. Avant de nous éloigner du traitement par oxygène hyperbare, je sais que vous êtes le plus familier avec le traitement par oxygène hyperbare. Je sais que vous êtes plus familier avec son étude israélienne.
Oui, ils ont pris 30 personnes et les ont placées dans leur grande chambre. Et ils ont fait 60 séances quotidiennes de 90 minutes, 5 par semaine, et ont examiné le nombre de cellules sénescentes dans la circulation sanguine avant et après. Et ce qu'ils ont trouvé est remarquable. Ces aspects du vieillissement ont été inversés. Ils ont également constaté des effets sur les cellules sénescentes. En effet, ils ont examiné le système immunitaire. Et ces cellules immunitaires, on peut mesurer la sénescence, on peut les colorer en bleu, qui est un bleu vif quand on vieillit. Ils ont constaté une réduction spectaculaire du nombre de ces cellules T cytotoxiques sénescentes, comme on les appelle. D'accord, 60 séances de 90 minutes, ce n'est pas quelque chose que la plupart des gens peuvent faire tous les jours. Pour l'instant, ce n'est pas près de faire partie des régimes de longévité de tout le monde. Eh bien, il existe un certain nombre de centres dirigés par des médecins dans les grandes villes. Cela va devenir plus populaire et c'est en pleine expansion. Mais je pense que c'est un excellent moyen à l'avenir pour les gens d'imiter l'exercice. Et je ne dirais pas qu'il ne faut pas faire d'exercice, bien sûr, mais c'est une idée intéressante de pouvoir s'allonger, regarder la télévision, s'endormir et faire votre jogging en imitant l'hypoxie. Mais dans ce cas, avec des niveaux élevés d'oxygène dans votre corps pendant une courte période. C'est vraiment génial. Passons maintenant à la thérapie par le froid. C'est une autre chose que beaucoup de gens expérimentent maintenant, une autre chose que leur centre propose partout, mais que la recherche est encore en train de rattraper pour répondre à l'excitation. Nous sommes en quelque sorte à la limite de notre compréhension. Mais nous savons certaines choses sur les effets du froid sur le corps humain et sur les organismes en général. Oui, en fait, lorsque nous avons écrit sur la durée de vie, il n'y avait pratiquement pas de données sur ce sujet. Mais aujourd'hui, nous savons que l'un des grands avantages du froid est la production de graisse brune. Qu'est-ce que la graisse brune? La graisse brune, souvent appelée graisse beige, se trouve chez les bébés. Elle leur permet généralement de rester plus au chaud car ils ne frissonnent pas avant l'âge d'1 an. Il y a une dizaine d'années, Bruce Spiegelman et Ron Kahn, 2 de mes collègues, ont découvert à Harvard que les adultes ont également de la graisse brune. Ils l'ont découvert grâce à la tomographie par émission de positons et ont constaté qu'elle se trouve principalement dans le dos au niveau des omoplates. Lorsque l'on a froid, cette graisse brune s'active et se développe. Et c'est une bonne chose, car la graisse brune est extrêmement saine. Elle stimule le métabolisme et brûle la graisse blanche. Nous pensons que ces facteurs, ces petites substances chimiques, ces petites protéines qui sont sécrétées par la graisse brune, rendent le reste du corps également en bonne santé. L'une des raisons pour lesquelles nous savons cela, c'est qu'il existe un gène qui fait que la graisse brune, que les cellules deviennent brunes, qu'elles passent du blanc au beige puis au brun, et qui s'appelle PRDM16, eh bien les souris dépourvues de ce gène n'ont pas de graisse brune. Elles n'ont pas de graisse brune, mais elles développent également un diabète de type 2 et de maladies cardiovasculaires. Le froid n'affecte pas seulement les humains, il affecte tous les organismes. Nous avons constaté ces effets dans des organismes modèles, n'est-ce pas? Il y a une étude sur les vers, il y a eu des études sur les souris. Vous avez quelques favoris, je sais que vous aimez les souris. Oui, c'est vrai. Nous avions ces souris naines que Mike Bunkowski, qui travaillait dans mon laboratoire, a créé et qu'il a appelée Yoda, la souris qui a vécu le plus longtemps. Elle vivait très longtemps parce qu'elle présentait une mutation dans le gène du récepteur de l'hormone de croissance, ce qui signifie qu'il y avait des petites et des naines, et que ces petites souris naines vivaient jusqu'à 3 fois plus longtemps que les souris normales. C'est une chose tout à fait étonnante. Et tout le monde se réjouissait. Nous avions trouvé le moyen de faire vivre les mammifères beaucoup plus longtemps. Puis on s'est aperçu qu'il s'agissait de petites souris froides et frissonnantes. Les chercheurs se sont donc dit qu'ils allaient leur donner des amis. Elles ne frissonnent pas parce qu'il fait froid dans le laboratoire. Elles frissonnent parce qu'elles n'avaient pas de compagnons. Vous savez, les souris aiment vivre, non pas en solitaire, mais avec d'autres souris. Ils leur ont donc donné un compagnon. Et chacune de ces naines avait un compagnon. En majorité, l'allongement de la durée de vie a disparu. Lorsqu'ils ont eu leur compagnon. Oui, c'est vrai, ce qui est très décevant, n'est-ce pas? Mais ce que cela nous a appris, c'est qu'un effet important de la longévité était dû au fait qu'elles avaient froid. Et pourquoi cela se produit-il? Quand on revient à la réflexion sur le circuit de survie, qu'est-ce qui se passe? L'astuce, c'est de revenir à la graisse brune. La graisse brune contient beaucoup de mitochondries. Et à l'intérieur de ces mitochondries, elles sont en fait très différentes. Elles présentent des niveaux élevés de protéines appelées UCP, ou protéines de découplage, qui s'insèrent dans la membrane des mitochondries
et permettent à ces protons accumulés de s'échapper au lieu de passer par la pompe qui produit l'énergie qui s'échappe. Pourquoi est-ce intéressant? Eh bien, tout d'abord, cela génère de la chaleur qui aide l'animal et nous-mêmes à survivre au froid. En outre, la production de radicaux libres diminue lorsque les mitochondries sont découplées de ces protéines. En conséquence, si vous créez un animal, disons un ver, une mouche ou même une souris, qui possède des niveaux élevés de ces gènes UCP, il vivra plus longtemps. Il s'agit donc de découpler et de réduire la charge de radicaux libres. Et nous pensons que la thérapie par le froid est bénéfique pour la santé. La thérapie par le froid. Les gens font de la cryothérapie. S'agit-il d'une thérapie à court terme, aiguë, très intense? Vous l'avez déjà fait. C'est vrai, vous l'avez fait avec Joe Rogan, n'est-ce pas? Oui, Joe a dit « Allez, allons-y ». Après l'émission, ce que j'ai fait, et il faisait assez froid. Je me suis juste déshabillée en sous-vêtements et j'ai mis des gants, des chaussettes et tout le reste. Mais vous pouvez passer de la musique, du moins j'ai choisi « Help » des Beatles, ce qui était tout à fait approprié parce qu'à la fin de ces 3 minutes... Vous vouliez que ça s'arrête? Les 2 premières minutes, je me suis demandé quel était le problème. Mais à la dernière minute, j'ai vraiment cru que j'allais souffrir d'hypothermie et que mes oreilles allaient se casser. Vous commencez vraiment à trembler, ce qui est la façon dont votre corps génère de la chaleur en bougeant vos muscles. Après coup, je me suis senti stimulée, je me suis senti chanceux d'être en vie. Et je me suis senti bien pendant plusieurs jours, probablement parce que mes mitochondries étaient stimulées et que je construisais plus de graisse brune. C'est pourquoi il vaudrait mieux faire cela maintenant. Pourquoi n'attendriez-vous pas d'être vieux pour faire la thérapie par le froid? Eh bien, on a constaté, du moins chez les souris, que les vieilles souris ne produisent pas de graisse brune aussi bien que les jeunes souris. Il est donc préférable de suivre ces traitements à l'âge mûr afin d'être prêt pour la vieillesse lorsque les choses deviendront plus difficiles. Tout comme nous devons faire de l'exercice de manière vigoureuse dès maintenant, nous ne pouvons pas attendre d'avoir atteint l'âge mûr. Oui, mais il n'est jamais trop tard. Nous constatons que les choses fonctionnent chez les souris âgées et les personnes âgées, mais cela ne fonctionne pas aussi bien si l'on commence au milieu de la vie ou même plus tard. D'accord, mais peut-être parce que la cryothérapie s'apparente à un exercice vigoureux. Mais il faut toujours avoir ce faible niveau d'adversité perçu, tout comme nous devons faire beaucoup de pas chaque jour. Mais nous vivons dans des environnements à température contrôlée, où il fait entre 20 et 22 degrés. Ce n'est pas tout à fait ainsi que vivaient nos ancêtres. Non, nous frissonnons probablement la plupart du temps pendant les ères glaciaires. Et notre corps reconnaît que nous avons ces gènes qui réagissent et qui nous gardent en bonne santé, comme nous l'avons dit. Eh bien, vous pouvez prendre des douches froides. Certaines personnes le font. Je trouve cela désagréable. Mais vous pouvez le faire, c'est très bon marché. Vous pouvez aussi faire quelque chose que je fais moi-même, c'est-à-dire dormir avec très peu de couverture sur mon lit et abaisser la température de mon corps. Il a également été démontré que cela active les protéines de découplage et développe la graisse brune. À l'opposé, la chaleur est une chose à laquelle nous avons dû faire face tout au long de notre évolution, car nous n'avons pas toujours vécu dans des bâtiments à température contrôlée. Nous avons également des recherches émergentes sur ce sujet. C'est vrai, sortir le corps de sa zone de confort. Toutes ces choses ont pour but de sortir le corps de sa zone de confort. Oui, c'est vrai, et certaines d'entre elles sont très agréables. Je pense que les saunas dans les pays froids en Europe sont très agréables. Et c'est aussi bon pour la peau. Vous transpirez et vos pores se désobstruent. Mais il s'agit de l'une des thérapies les plus anciennes pour la longévité. Avant même l'époque romaine, on se baignait dans des saunas. Les Romains utilisaient des feux sous le sol. Cela est resté une tradition pour les Européens en Finlande et dans les pays scandinaves. Mais les données que j'ai examinées et que nous mettrons dans les notes d'émission montrent qu'il ne fait aucun doute que les hommes qui prennent un bain de sauna plusieurs fois par semaine, souvent chez eux, parce qu'ils l'ont intégré à leur maison, bénéficient d'une réduction spectaculaire jusqu'à 20% du taux de maladies cardiovasculaires et de la mortalité due aux crises cardiaques. Cela ne se produit pas pour la même raison que la thérapie par le froid, ou cela n'a rien à voir avec la graisse brune. Il y a autre chose qui se passe ici. C'est différent. Dans ce cas, nous pensons que ce qui se passe dans un sauna, c'est l'activation des HSP. Ces protéines de choc thermique aident à plier correctement les protéines et stimulent les voies bénéfiques comme la construction de nouveaux vaisseaux sanguins et l'augmentation du nombre de mitochondries. Et l'une des raisons pour lesquelles je pense que c'est vrai, c'est que dans les organismes modèles, si l'on prend un ver, si l'on augmente ses protéines de choc, soit en lui donnant beaucoup de chaleur, soit en le modifiant génétiquement, il vit également plus longtemps. Nous ne savons pas encore quel est le bon dosage pour les bains de sauna, c'est-à-dire quelle quantité, quelle température. Il n'y a pas beaucoup de recherches dans ce domaine.
Non, mais il ne me semble pas qu'on puisse en faire trop. Je n'ai pas vu de preuve que c'était négatif. Avant la pandémie, j'avais l'habitude d'y aller au moins une fois par semaine et de faire plusieurs séances de choc thermique dans le sauna pendant environ 15 minutes, puis de sauter dans un bain de glace qui se trouvait à proximité pendant 4 minutes et de recommencer le même cycle. Pourriez-vous consulter votre médecin avant de faire cela? Je le ferai certainement, mais je l'ai fait. Et oui, cela peut entraîner un certain stress pour le corps et certainement pour le cœur. Mais l'idée est de choquer le corps. Chaleur, froid, chaleur, froid. C'est ainsi que l'on obtient le maximum de bénéfices en imitant l'adversité. Vous n'avez pas nécessairement besoin d'avoir accès à un sauna pour faire cela. Certaines personnes peuvent en installer chez elles et d'autres n'en ont pas dans leur salle de sport. C'est une question de privilège. La plupart des gens ont une baignoire ou une douche. Ou une douche chaude. C'est certainement ce que je fais. J'aime bien monter le chauffage. Il existe une grande variété de saunas. Il y a les saunas anciens en bois où vous versez de l'eau sur des pierres brûlantes. Et il existe également de nouveaux saunas comme les saunas infrarouges où la lumière infrarouge pénètre dans la peau et où l'on pense, mais il existe des preuves réelles et crédibles, qu'elle peut inverser certains aspects du vieillissement et améliorer la croissance des cheveux. Pour des raisons évidentes, il y a beaucoup de questions que j'aimerais poser sur la croissance des cheveux. Nous allons discuter de la croissance des cheveux, des soins de la peau, de tous ces aspects cosmétiques du vieillissement dans un prochain épisode. Mais l'un des points communs que je perçois dans toutes ces choses, n'est-ce pas? Vous faites de l'exercice de façon vigoureuse et vous obtenez ce que nous appelons l'euphorie du coureur. Vous avez parlé de la cryothérapie et vous vous êtes senti, comment avez-vous dit? Comme béni d'être en vie. J'ai fait de la sudation et des huttes de sudation et vous sortez de ces choses et c'est comme si c'était le meilleur médicament au monde. À votre avis, pourquoi ces choses sont-elles si semblables? Est-ce pareil avec la chambre hyperbare? Oui, c'est l'un des effets secondaires intéressants. C'est à ce moment-là que l'on sait que l'on suit un bon protocole de longévité parce que ce qui se passe au niveau cellulaire, c'est que les 3 principales voies de défense sont activées. Mais au niveau physiologique, au niveau neurologique, vous obtenez également des endorphines. C'est alors que l'on sait que l'on a fait ce qu'il fallait. Parlons donc d'un protocole de base avec la mise en garde que nous faisons toujours, à savoir que tout le monde sera un peu différent. Mais si nous essayons d'obtenir une sorte de, vous savez, comme l'exercice, la chaleur, le froid et l'hyperbare, quelle est la meilleure façon de procéder? Nous avons déjà parlé du protocole d'exercice. En fait, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de répéter qu'il faut faire de l'exercice, de la chaleur, du froid et de l'hyperbare. Oui, comme je l'ai mentionné, j'avais l'habitude de le faire et je le ferai encore. Le cycle de la chaleur et du froid, environ 5 fois pendant une journée de la semaine, un dimanche avec mon fils Benjamin. Mais je dirais que le faire plus, c'est mieux. Rien ne prouve que l'on puisse en faire trop. Et vous pouvez même le faire tous les jours. Si vous n'avez pas accès à une salle de sport, vous pouvez toujours utiliser votre maison, baisser la température ou utiliser votre douche. C'est presque aussi efficace que se plonger dans une baignoire froide. Vous pouvez aussi faire ce que Gabby Reese et Laird Hamilton ont fait récemment, c'est-à-dire plonger dans un bain glacé avec littéralement de la glace à l'intérieur. Mais je pense qu'il n'est pas nécessaire de faire cela tous les jours. Vous avez failli vous noyer? J'ai failli me noyer, mais c'était différent, c'est de l'hyperhypoxie. Ce qu'ils font, c'est qu'ils vous font faire des exercices avec des poids au fond d'une piscine en dessous de votre taille. Vous êtes donc sous l'eau et vous devez sauter avec ces poids pour prendre une bouffée d'air. Nous ne le recommandons pas pour l'instant. Je pense que tout le monde devrait aller frapper à leur porte et le faire avec eux. Non, mais vous pouvez souffrir d'hypoxie en faisant de l'exercice. Et nous avons parlé du chaud et du froid, mais l'hyperbarie est plus problématique. C'est un défi. Il n'y a pas beaucoup de centres de ce type dans le monde et c'est très cher. Il faut compter des centaines de dollars par traitement. Je tenais à le mentionner parce qu'il est très intéressant de voir à quel point l'exercice et l'hypoxie sont similaires au niveau moléculaire. Mais pour la plupart des gens, c'est actuellement hors de portée. Mais ce n'est pas la seule chose à venir. Il y a beaucoup de choses vraiment géniales qui se profilent à l'horizon et qui vont devenir une partie fondamentale de la vie des gens. Nous en parlerons bientôt dans un prochain épisode. En fait, je pense que beaucoup de gens seront ravis que nous puissions imiter cette adversité avec des molécules, des pilules et des injections. Nous en parlerons dans le prochain épisode. Dans le prochain épisode, oui, en effet, dans le prochain épisode, les molécules, les compléments, la longévité, il y aura beaucoup de choses à dire. Oui, je suis très enthousiaste à propos de cet épisode parce que je reçois des questions tous les jours à ce sujet et je pense que ce sera l'un des épisodes les plus téléchargés.